Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes dans les années 1850, près de New York, dans la ville de Rochester. Dans une maison cossue au cœur d'un écrin de verdure, un magistrat qui est assez connu, il fait partie des notabilités du coin, si vous voulez. Il est là avec son épouse, Mr. and Mrs. Woodhull. Ils sont en train de préparer une petite fête pour l'anniversaire de leur bru. Leur bru s'appelle Victoria. Oh, c'est une jeune fille au regard bleu, à la chevelure volumineuse. Elle est en train de s'apprêter dans une chambre à l'étage. La famille Woodhull s'est très vite prise d'affection pour cette jeune fille. Il faut vous dire que la jeune mariée est née dans une famille très pauvre et que les Woodhull ont décidé de lui donner un peu toutes les apparences de la bonne société. On s'est empressé de la prendre sous son aile, de polisser son langage, d'adoucir ses manières. Et les Woodhull, pour le moment, sont tout à fait ravis des progrès fulgurants que leur belle-fille accomplit chaque jour. Alors les invités se pressent, il faut les voir en tenue de gala. Ils prennent place dans l'intérieur bourgeois des Woodhull et à l'étage, la reine du bal se fait quand même un peu attendre. Victoria guette le tumulte des conversations et, d'un seul coup, elle fait son entrée. C'est Alain Decaux qui nous le raconte dans Historia. Elle apparaît soudain sur le grand escalier vêtue à la dernière mode des féministes, du costume que l'on appelle un bloomer. Courte jaquette de velours vert, robe de taffetas noir s'arrêtant aux genoux, pantalon bouffant serré aux chevilles, chaussures noires et guêtres blanches. Sur la tête, un chapeau de paille dans le style bohémien. Comme elle n'est pas sûre que tous ces bourgeois connaissent l'uniforme des féministes, nous dit Alain Decaux, Victoria a épinglé sur sa poitrine le badge des suffragistes, une marguerite en argent portant la date de 1848 et la devise « C'est du consentement des gouvernés que dérive le juste pouvoir du gouvernement ». Ah, là évidemment, on peut dire que l'assistante est un petit peu sous le choc. Un tel spectacle chez le vieux juge, non mais quand même, imaginez ça. Mrs. Woodhull est déçue, vraiment déçue, elle est sans voix. Tout ça pour ça. Seulement, les bourgeois de Rochester n'ont encore rien vu parce que bientôt, c'est l'Amérique tout entière que Victoria Woodhull va mettre en émoi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Victoria, je vous le disais, a grandi dans un milieu vraiment pas favorisé. Elle était née en 1838 dans le petit village de Homer, on est dans l'Ohio. Son père, Reuben Cleflin, que tout le monde appelle Buck, est une espèce de joueur. Il est dans les tripots tout le temps, vraiment pas honnête, il trempe dans toutes sortes de magouilles. Quant à la mère, Roxana, c'est une domestique assez extravagante et même, disons-le, illuminée. Elle a des visions, elle est prise de transe, elle se met volontiers, quand elle est comme ça, à houspiller ses enfants. Et Victoria, qui est une jolie petite fille, mal entretenue, c'est évident. Victoria joue dans les rues avec ses frères, avec ses sœurs, et tous ces gamins chapardent, font la manche. Vous voyez un peu le style de vie qu'ils ont, évidemment, et très tôt, la fillette se distingue. Elle va se distinguer à sa manière. Dans Les Rebelles américaines du 19e, Françoise Bache dit « D'après le folklore local, c'est dès l'âge de 3 ans que Victoria Cleflin commença à manifester ses dons de voyance. Ces transes la transportaient dans un au-delà peuplé de fleurs et d'anges, soit pour communiquer avec une nourrice récemment disparue, soit avec ses 2 sœurs mortes avant la naissance. Woodhull semblait évoluer dans un monde peuplé de créatures surnaturelles. Je précise qu'à l'époque, évidemment, elle ne portait pas ce nom, bien sûr, puisqu'elle s'appelait Cleflin. Elle n'est pas seule, la petite Victoria, à attirer l'attention, puisque sa petite sœur Tennessee, elle aussi fait des prédictions. Vous me direz, avec la mère, elles sont à bonne école, évidemment. Quant au père, Buck, toujours à l'affût d'un plan juteux, il a l'idée de tirer profit de tout ça. Après une nouvelle escroquerie, il a dû fuir son village à la hâte et on retrouve donc bientôt les Cleflin dans une espèce de, on va dire dans une bourgade où Victoria et Tennessee s'installent comme médiums. Affaire lucrative, semble-t-il, et bientôt, l'un des beaux-frères de Victoria, beaucoup plus âgé bien sûr, va lui proposer
va lui présenter un ami. Elle est encore toute jeune, hein, elle est en train de sortir de l'adolescence, disons. Et on lui présente un certain, c'est là que ça arrive, Canning Woodhull, un homme qui a la trentaine, donc près du double de son âge, qui s'intéresse de très près à Victoria et sans trop attendre, elle va accepter d'épouser ce prétendant à l'évidence bien mieux né qu'elle. Canning n'a aucune intention de rester sous la coupe de sa belle famille qu'il trouve vraiment trop déjantée. Il va emmener Victoria chez lui, en tout cas chez ses parents, à Rochester. Et c'est là donc qu'elle apprend les codes de la bourgeoisie. Disons-le, ça ne va pas l'amuser longtemps. Elle est tellement habituée à la liberté, à une vie tourbillonnante, collective. Elle observe, c'est vrai, mais assez vite, elle tourne en rond en son fort intérieur. Elle se jure de ne pas suivre l'exemple de sa belle-mère, Mrs. Woodhull, qui est une gentille bourgeoise bien trop docile à ses yeux. C'est à cette époque, en pleine réception, donc, qu'elle surgit en costume féministe. Ça, vous l'avez vécu. Pour Victoria, on peut dire que c'est le début de l'expression de ce qu'il faut bien appeler une révolte. Pourquoi, dans tous les milieux, les femmes, pense-t-elle, sont-elles sans cesse cantonnées au second rôle ? Au plus vite, il lui faut quitter la cage dorée de Rochester. Elle entraîne le fils Woodhull sur la route de San Francisco. Il se laisse faire un peu malgré lui, il faut bien le dire. San Francisco, ça l'a fait fantasmer. Juste avant ça, elle a mis au monde un petit garçon qu'elle appelle Byron, tout un programme. Sur la côte ouest, elle fait des petits boulots. Elle s'essaie au théâtre. Il faut vous dire qu'elle est douée. Elle a toutes sortes de dons. Elle a de véritables triomphes sur les planches, mais aussi, disons-le, des épreuves. Et d'autant plus que sa vie est difficile. Canning a sombré dans l'alcool. Le petit Byron se révèle très vite déficient. Et puis un soir, alors qu'elle joue la comédie, c'est une vision qui l'assaille. Elle voit que Tennessee, vous savez, Tennessee, sa petite sœur, sa cadette, Tennessee a besoin d'elle. C'est une pulsion irrésistible. Victoria accourt en direction de New York. Vous écoutez Radio Classique. Alors on bouge beaucoup autour de Victoria, vous l'aurez compris. Finalement, c'est à Indianapolis, au sud de Chicago, qu'elle va retrouver la trace de son petit clan, vous savez, dont les combines d'ailleurs ont pris de l'ampleur. Un des frères s'improvise guérisseur, tandis que Tennessee, au secours de laquelle elle était venue se porter, est là qui poursuit ses consultations de voyance. On dit aussi qu'elle se prostitue. Victoria se serait remise à ce moment-là au spiritisme. Selon certaines sources, il est possible qu'elle aussi ait vendu ses charmes. Les Cleflin partent en tout cas bientôt pour Ottawa. On est là maintenant dans l'Illinois. Attention, je ne parle pas de l'autre Ottawa. Et c'est à ce moment-là que Victoria va commencer une nouvelle activité sous l'impulsion de son père. Elle commence à donner des conférences où elle parle de spiritisme, mais assez vite, le propos dévie vers d'autres sujets et elle se met à parler de féminisme. Et elle est très douée et elle irradie. Je cite encore Alain Decaux. Aussitôt le succès est venu, quasi foudroyant. Elle paraît et l'on s'émeut. Elle parle et le silence s'impose. L'exercice du métier de comédienne a bien posé sa voix. Ses phrases coulent, mélodieuses. Il semble que tous les registres soient à sa disposition. L'ironie, la tendresse, l'émotion, la colère. Quand elle parle de féminisme, volontiers, elle provoque. Mais elle est jeune, elle est belle, désirable dans sa robe noire, seulement égayée par une rose blanche à la ceinture. Les hommes eux-mêmes ne protestent pas quand elle les accuse d'avoir réduit les femmes en esclavage. Mieux, ils vont jusqu'à l'applaudir. Mais, nous dit Anne-Louise Sautreuil, qui a préparé cette émission, la famille de Victoria ne tarde pas à être éclaboussée par un nouveau scandale, puisque cette fois, c'est le frère qui prétend soigner les cancers. Il va être dénoncé aux autorités par une de ses victimes et tout le clan, à la hâte, est bien obligé de fuir s'il veut éviter un nouveau procès. L'histoire se répète chez les Cleflin, il faut déménager, encore et encore. On pose les bagages à Cincinnati, à Chicago, à Saint-Louis. On vit des prophéties de Tennessee et surtout des conférences de Victoria. Et puis un soir, la jeune conférencière tombe sous le charme d'un certain James Hervey Blood. C'est une véritable passion là qui commence.
James et Victoria partagent les mêmes idées. Ils vivent dans les mêmes luttes. Victoria se sépare de Canning, qui l'avait rejointe avec leurs enfants, et James, qui est fou amoureux et qui est prêt à supporter la folle tribu de sa femme, se dit qu'après tout, il peut faire des sacrifices. Seulement, une nuit, Victoria est prise d'une nouvelle vision, et cette fois, elle affirme que c'est l'esprit de Démosthène qui lui suggère de partir. Il faut vous dire qu'elle parle souvent avec Démosthène. Je ne sais pas s'il a les cailloux dans la bouche quand il la visite comme ça la nuit. Toujours est-il qu'il lui dit qu'il faut partir pour New York. La vie de Victoria à ce moment-là va s'emballer, puisque peu après leur arrivée dans ce qui déjà est une mégalopole, Victoria et Tennessee vont rencontrer quelqu'un qui va leur ouvrir les portes d'un monde nouveau. L'homme en question est très célèbre à Wall Street, c'est un milliardaire, c'est l'homme peut-être le plus célèbre de son temps en Amérique, c'est Cornelius Vanderbilt en personne. Le vieil homme a une idée révolutionnaire, il confie à ces deux femmes, à Victoria et Tennessee, aux deux sœurs, il leur confie une mission à la bourse. Ben oui, elles sont voyantes, elles ont une intuition extraordinaire, vous savez, les voilà. Première femme agent de change à Wall Street. Ce qui veut dire que ces femmes sont propulsées dans des bureaux extrêmement actifs, au cœur du quartier des affaires. Bien sûr, inutile de vous dire qu'on n'a jamais vu de femmes travailler dans des bureaux comme cela. Et les remarques sexistes fusent sur leur passage. Les journalistes adorent raconter avec beaucoup de détails l'incroyable aventure de ces sœurs voyantes devenues femme d'affaires. Avouez que c'est quand même pas banal, cette histoire. Dès cette époque, nous dit Françoise Bache, et malgré ces difficultés, on voit Victoria Woodhull mettre la cause des femmes au nombre de ses motivations. Aux remarques grivoises, par exemple, elle répondait en invoquant son droit d'individu et de femme de gagner sa vie, de sortir de la sphère impartie au deuxième sexe, d'élargir un domaine professionnel limité aux faméliques gagne-pain de couturières ou d'institutrices et de rivaliser avec les hommes dans le monde professionnel. Ah, elle ne manque pas d'aplomb, cette Victoria. Elle a une assurance incroyable. Maintenant, plus rien ne l'empêche de porter ses idées sur le devant de la scène. Elle a maintenant accès à la presse, et puisque les journalistes sont toujours avides des déclarations qu'elle peut leur faire, eh bien, elle se dit qu'elle va en profiter. Et alors là, tenez-vous bien. Le 2 avril 1870, 1870, juste avant notre guerre franco-prussienne, pour vous donner un repère de ce côté-ci de l'Atlantique, coup de tonnerre. Dans les pages du New York Herald, elle publie une tribune fracassante et qui va faire date, et elle écrit « J'exige le droit pour toutes les femmes de dénoncer les injustices qui n'ont cessé de les frapper. J'exige aussi le droit pour elles de s'engager dans la vie publique et j'annonce solennellement ma candidature à la présidence des États-Unis d'Amérique. » Et elle ne s'arrête pas là, Victoria. Avec sa sœur Tennessee, elle va fonder un hebdomadaire qui s'appelle le The Woodhull Claflin's Weekly. On peut dire que les éléments de langage, évidemment c'est un anachronisme, mais les chevaux de bataille de ces deux femmes, c'est évidemment la place des femmes dans la société, le suffrage universel, mais ça va plus loin. Elles prônent aussi l'amour libre. Imaginez les remous suscités dans la très très convenable, dans la très prude société américaine, mais ça interpelle en même temps. Et voilà qu'au mois de janvier 1871, Victoria est autorisée à venir défendre son point de vue sur les lois électorales face à la commission juridique du Congrès. Eh bien, croyez-moi, elle va y faire des étincelles. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le jour de l'audition devant la commission juridique, Victoria est coiffée d'un chapeau, elle porte un ensemble bleu sombre, elle a glissé comme toujours une rose à sa boutonnière, c'est devenu un peu son image, et puis elle a cette aura extraordinaire, tout le monde évidemment, on entendrait une mouche voler, et elle se lance dans un argumentaire vigoureux, puisque la Constitution, dit-elle, garantit le droit de vote des citoyens américains, elle prévoit de fait
le droit de vote des femmes. Donc, affirme notre Victoria, il n'y a qu'à mettre en œuvre la loi telle qu'elle existe. Il n'y a même pas besoin d'en faire d'autres. De célèbres féministes applaudissent, bien sûr, et Victoria va devenir, mais vraiment, leur icône. Elle porte sur leur cause un regard rafraîchissant et surtout une parole qui l'est bien davantage. Quelques mois après, lors d'élections new-yorkaises, on est donc toujours en 1871, Victoria fait irruption accompagnée de dizaines de militantes dans un bureau de vote. Bien sûr, elle n'est pas autorisée à glisser de bulletins dans l'urne, mais le coup d'éclat de ces femmes va marquer les esprits et du reste, Victoria voit bien au-delà du féminisme. Elle adhère aussi à la Première Internationale. Elle s'appuie sur son expérience de la finance pour dénoncer les anomalies de l'économie. Elle est devenue une militante socialiste. Dans son journal, elle va publier pour la première fois aux États-Unis le manifeste du Parti communiste. D'ailleurs, Karl Marx n'apprécie pas du tout, puisqu'il la trouve beaucoup trop sulfureuse. Et alors là, elle n'est pas à son goût, cette Victoria. Et puis bientôt, y compris dans son propre camp, il faut dire que un certain nombre de ceux qui, jusqu'alors, l'ont entourée et soutenue se mettent à s'inquiéter. On se demande si elle n'est pas un peu trop ambitieuse, cette espèce de passionnariat. Est-ce qu'elle ne va pas trop loin ? Victoria Woodhull et les suffragistes avaient fait un important bout de chemin ensemble, nous dit Françoise Bache, mais leur collaboration était condamnée à court terme. Les perspectives et les projets de Woodhull débordaient de toutes parts le terrain des droits des femmes, car c'était la société et les gouvernements que Woodhull, seul et inspiré par d'autres penseurs, mettait désormais en question. Ce qui lui vaut sans doute le plus de haine, ce sont ses discours sur la liberté sexuelle. Elle dénonce tous les faux semblants d'une société qu'il faut réinventer, dit-elle. Et elle appelle à ce qu'on reconsidère le mariage. Après tout, on tolère bien les maîtresses des hommes. Pourquoi est-ce qu'on ne tolérerait pas la réciproque ? D'ailleurs, elle ne tarde pas à informer Blood de sa liaison avec un journaliste. Ah mais oui, elle est partisan de l'amour libre. Victoria irrite la bonne société. On l'affuble de toutes sortes de surnoms, certains l'appellent même Madame Satan, et on va commencer à exhumer ce passé d'enfance misérable avec sa tribu d'escrocs. On s'amuse des conversations qu'elle a pu entretenir avec les morts, et malgré les tombereaux d'injures, et malgré toute cette méchanceté qui se répand partout, Victoria tient le coup. Son existence entière l'a préparée aux épreuves. Elle sait que maintenant, de toute façon, il va falloir qu'elle subisse les conséquences de ce qu'elle a fait elle-même. Mais ça coûte cher tout ça. Elle est en train de dilapider ses économies. Sa réputation fait qu'on lui ferme partout des portes. Elle en vient à avoir même du mal à trouver un logement décent. Et après des propos qu'elle a tenus sur la prostitution, elle est carrément attaquée pour obscénité, puis pour calomnie. Et alors que de nouvelles élections vont se tenir, eh bien, on préfère prendre les devants. Elle est arrêtée et jetée en prison. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et pendant que les Américains réalisent Grant, Victoria se morfond donc dans une cellule. Elle va finir par être libérée, mais les choses ne sont plus les mêmes. Il y a une grande désillusion. Elle va quand même avoir une consolation. Elle est très amoureuse d'un homme qui n'a pas encore 20 ans. Elle est prête à écrire une nouvelle page de son épopée. Tous les deux vont s'enfuir, vont s'exiler, si je puis dire, en Angleterre. Et puis, au cours d'une conférence, plus tard, elle va rencontrer John Bidulph Martin, qui est un banquier, un homme immensément riche, qui devient son nouveau mari. Et Victoria deviendra une élégante châtelaine. Elle se convertira même au catholicisme et mettra de côté ses grandes théories sur l'amour libre. Elle a toujours eu néanmoins le goût du risque et des sensations fortes. La voilà qui s'installe au volant de puissantes cylindrées pour des courses endiablées. Elle devient une vieille dame un peu étrange qui pilote à ses heures. On l'imagine en 1920, assistant à l'entrée en vigueur du 19e amendement de la Constitution américaine qui accorde aux femmes le droit de vote, 1920. Elle s'éteindra 7 ans plus tard, en 1927. Elle aura quasiment 90 ans et je laisse la conclusion à Alain Decaux. Près d'elle, on trouva une feuille sur laquelle elle avait écrit cette phrase « Il y a un bonheur supérieur que celui de commander au monde, c'est celui de n'obéir à personne. » Vous écoutez Radio Classique.